Sophie. Alors je remercie Jean-Marie et Émile qui ont mis en place les bases théoriques sur lesquelles nous travaillons tous quand on s'intéresse à la ligne. Donc ça m'évite de repasser par là. J'aurais voulu faire un PowerPoint magnifique, j'en suis bref, je l'ai pas fait. Alors, je ne dirai pas pourquoi, mais par contre, quand j'ai vu ça, je me suis dit génial. Je vais parler du mur d'octroi parisien, c'est lui. Et donc le quartier Saint-Marceau dont il est essentiellement question est là. Voilà, donc c'est la ville de Paris qui pourrait être absolument dessinée, en tout cas en 1819, de la sorte. Je vous ai aussi distribué l'incipit du Père Goriot. Nous le connaissons tous, mais il y a quand même des détails assez riches. C'est pas négligeable de pouvoir s'y rapporter. Donc, sur un sol parisien connu pour ses accidents, traçons 4 lignes droites qui font se rejoindre l'hôpital des Vénériens, l'hospice des Incurables, celui de la Vieillesse et la maternité de Port-Royal, et qui enclose une partie du quartier du Val-de-Grâce et du faubourg Saint-Marceau. Ce quartier que découvrit Jean-Jacques Rousseau en arrivant à Paris et dont il dira dans les Confessions qu'aucune magnificence parisienne n'a jamais réussi à gommer ce premier souvenir d'insalubrité et de pauvreté, à tel point qu'il en gardera, ce sont ses mots, un secret dégoût pour l'habitation de cette capitale. Ce quartier va néanmoins connaître une gloire toute littéraire grâce au Père Goriot, dont il est le théâtre initial. C'est en effet entre ces 4 sommets, qui à eux seuls résument les étapes importantes d'une vie, la naissance, la vieillesse et la mort, par amour ou par abandon, que se joue ce drame, celui d'un père trop amoureux de ses filles et l'ascension sociale d'un jeune homme de province venu faire ses armes à Paris, tous deux logeant dans la pension 6 rue Neuve Sainte-Geneviève et désormais célèbre, de Madame Vauquet. Si j'ai aujourd'hui choisi l'incipit de ce roman, c'est qu'il présente un entrecroisement tout à fait remarquable de lignes distinctes qui ne cessent cependant d'être l'écho l'une de l'autre. Lignes graphiques, lignes historiques, lignes géographiques, lignes institutionnelles et lignes culturelles forment un écheveau serré, tissage, qui propose un mode d'invention scripturale riche en signification. Ce n'est pas une ligne graphique qui ouvre l'incipit, mais une, toute virtuelle, qui appartient au schéma vertical de la chute. Ainsi, dès les premiers mots, Madame Vauquet née de Conflans, la juxtaposition des noms bourgeois et aristocratiques indique de manière grinçante le déclin de la logeuse sur l'échiquier social. Cette première inclinaison, comme toute pente, emporte avec elle la suite de l'incipit et lui sert de forme structurante. Qu'il s'agisse des personnages ou de l'environnement, tout, comme on le voit dans le premier paragraphe, j'ai souligné les lignes importantes, les passages importants, qu'il s'agisse des personnages ou de l'environnement, tout subit la logique descendante d'une verticalité puissante qui n'épargne rien ni personne. En effet, dans ce premier paragraphe, les individus comme les choses sont frappés du sceau de la déréliction et le mot est à prendre au sens fort du terme. Ainsi, Madame Vauquet, qui a perdu son rang, ainsi, je cite, la jeune fille pauvre, sous-entendu Victorine Taillefer, qui n'a pas été reconnue par son père millionnaire, ainsi le jeune homme, je cite, dont la famille doit lui faire une bien maigre pension pour demeurer dans une telle maison, c'est-à-dire Eugène de Rastignac, dont la particule ne préjuge en rien de la fortune, comme l'indique ici son statut présenté par anticipation. La suite du paragraphe révèle que ces revers de fortune ne sont pas uniquement le lot des êtres. Ils touchent aussi le roman, et plus spécifiquement le drame, qui, je cite en ces temps de douloureuse littérature, a perdu en considération. Nous y reviendrons. Retenons pour l'instant que la dévalorisation générique double la chute sociale des 3 premiers protagonistes. Mais ce n'est pas tout. Alors que jusqu'ici la ligne dominante en décrivait une verticale, l'indication, quelques phrases plus loin, intramuros et extra, la tord pour former un cercle, celui du mur d'octroi qui ceint Paris depuis 1784 et que je vous ai présenté au début de cette communication. En insistant sur le dedans et le dehors de la ville,
le narrateur laisse entendre que le récit qui va suivre ne peut être compris que de l'intérieur, centralité du lecteur qui signe pour Balzac celle du roman sur la scène littéraire. On sait que durant toute sa carrière, le romancier travaillera à anoblir ce genre souverainement bâtard. Et il y parviendra. Le père Goriot ne sera d'ailleurs pas étranger à cette promotion. Seuls donc les autochtones semblent en mesure de saisir les affres de ce père malade d'amour pour ses filles et les turpitudes d'un jeune homme en quête de reconnaissance. C'est qu'ils connaissent d'expérience, je cite, cette illustre vallée de plâtras, cette vallée remplie de souffrances réelles et de joies fausses, souvent fausses, agglomérat de vices et de vertus qui va, comme le dit Balzac, des buttes Montmartre aux hauteurs de Montrouge, et où s'entrechoquent violemment crimes et pitié. Paris, sous la plume de Balzac, s'apparente à une toile arachnéenne qui avale ceux qui n'en connaissent pas les ruses et les chemins tortueux, comme le confirme le texte. Le char de la civilisation, à peine retardé par un cœur moins facile à broyer que les autres et qui en raie sa route, l'a brisé bientôt et continue sa marche glorieuse. Ainsi, au ruisseau noir de boue qui traverse la ville et la macule, se superpose le tracé de la route civilisatrice, obscure comme l'encre, sombre comme une gloire volée et qui a anéanti les cœurs, même les plus coriaces. On le voit, le cercle parisien, périmètre matriciel, ne déboute en rien la ligne verticale, bien au contraire. Il la contient, comme pour lui permettre de se multiplier et de se métamorphoser sans frein. Et c'est le cas si l'on en juge la description du quartier de la pension Vauquer. Dès le second paragraphe, la verticalité descendante s'affiche à nouveau, mais cette fois-ci graphiquement, en orientant spatialement la description. Elle rejoint par ce mouvement les dérélictions précédentes. La pension bourgeoise est située dans le bas de la rue Neuve-Sainte-Geneviève, à l'endroit où le terrain s'abaisse vers la rue de l'Arbalète par une pente si brusque et si rude que les chevaux la montent ou la descendent rarement. Encore une fois, la pente est un guide qui mène vers d'insolites noirceurs, puisque l'âme de ceux qui s'y abandonnent se désole, tout comme la lumière ici décline. Comme dans le paragraphe précédent, rien n'échappe à l'inféodation de cette triste et douloureuse verticalité, au point que la rue, ruinée par ce trait, se transforme en caveau. Ainsi peut-on lire « De marche en marche, le jour diminue et le chant du conducteur se creuse alors que le voyageur descend aux catacombes. Comparaison vraie, qui décidera de ce qui est plus horrible à voir, ou des cœurs desséchés, ou des crânes vides. En faisant une recherche, il faut savoir que les catacombes sont bien sous la rue de l'Arbalète et de la rue Neuve-Sainte-Geneviève. C'est même un des premiers quartiers qui a été occupé par les catacombes. Alors que la dénivellation invite au ruissellement des eaux de la ville, on peut s'étonner de la sécheresse du lieu. Il convient d'ailleurs de s'arrêter sur cette anomalie, tant la raison apparaît étonnante. Ainsi, la nature éminemment pentue de l'endroit est favorable, peut-on lire, au silence qui règne dans ces rues serrées entre le dôme du Val-de-Grâce et le dôme du Panthéon, deux monuments qui changent les conditions de l'atmosphère en y jetant des tons jaunes, en y assombrissant tout par les teintes sévères que projettent leurs coupoles. Là, les pavés sont secs, les ruisseaux n'ont ni bout ni eau. L'homme le plus insouciant s'y attriste comme tous les passants. Le bruit d'une voiture y devient un événement. Les maisons y sont mornes, les murailles y sentent la prison. Enclavé entre ces deux dômes monumentaux, l'endroit subit un assombrissement chromatique et moral. Le plus étrange cependant est que cet obscurcissement résulte de la projection de tons jaunes, couleur reconnue pour ses valeurs chatoyantes et éclaircissantes. Quelle est donc cette projection sinistrement lumineuse? D'où tient-elle cette capacité à flétrir les lieux qu'elle domine? Revenons pour y répondre aux sources de l'ombre projetée, le dôme du Val-de-Grâce et celui du Panthéon. Commençons par le premier. L'église du Val-de-Grâce est une ancienne abbaye construite en 1624 sur la demande d'Anne d'Autriche, à laquelle une église entièrement dédiée à la Nativité a été greffée en 1645, toujours selon les vœux de la reine, devenue régente et mère entre-temps. Notons que l'église possédait une chapelle dite la chapelle des chœurs. Elle renfermait ceux embaumés de 45 rois et reines. Ces urnes reliquaires furent vendues ou échangées sous la Révolution. En 1793, la Convention réaffecte l'édifice en hôpital militaire.
Alors que la vocation initiale du Val-de-Grâce était de célébrer la naissance du Christ et de protéger les âmes et les cœurs, depuis la Terreur, on n'y soigne désormais plus que les corps. Quant au Panthéon, il fut à l'origine, en 1664, une église construite pour abriter la châsse de Sainte-Geneviève. Finalement, en 1791, il se transforme en Panthéon des grands hommes. Sous Napoléon Ier et Louis XVIII, l'édifice retrouve pour un temps sa vocation première, mais en 1830, sous Louis-Philippe, l'église redevient un panthéon. Lors de l'année de publication du Père Goriot, le Panthéon est donc un temple laïque depuis 4 ans. Et même si le récit débute en 1819, il semble à suivre le texte de Balzac, quand ces lieux désolés, tristes et noirs, l'ancien pouvoir religieux, comme nous l'inspire Paul Bénichou, est devenu étranger à la société. Et que le cœur sec des hommes a damé le pion au cœur embaumé des rois encore bénis des dieux, ce qui, en 1834, on le sait, n'est plus le cas, puisque même la monarchie est constitutionnelle. La ligne descendante accompagne en quelque sorte cette désacralisation des institutions, de l'Église à l'hôpital militaire, de l'Église au monument laïque, du ciel aux catacombes. Sur la rue Neuve Sainte-Geneviève plane donc l'ombre d'une spiritualité déclinante qu'une laïcité récente écrase de tout son poids. Sous cet angle, la lumière jaune aux accents sévères s'apparente à celle d'un coucher de soleil qui annonce la nuit. Dans ce tombeau à ciel ouvert, l'ordre humain, pour reprendre bataille, est solidaire de l'ordre architectural qui n'en est que le développement. Et alors que la sécularisation des institutions laissait présager une liberté nouvelle pour l'individu, il semble que dans l'économie balsacienne, elle se transforme en un espace d'errance pour l'âme et le cœur des hommes qui y sont désormais soumis. Étrange invitation au voyage donc que cette entrée en matière. Voyage vers le bas, mue par une verticalité qui aspire avec elle transcendance et joie. Qu'elle soit majestueuse comme celle des dômes ou sépulcrale comme celle de la sinistre rue, dans chaque cas, la ligne descendante orthographie le sens du texte, dans un glissement plurisémantique où la désolation géographique rencontre la ruine des symboles religieux, la déchéance sociale des individus et les afflictions humaines. Au sein d'un savant dédoublement graphique, la verticalité orchestre ici les discours muets des dispositifs topographiques et idéologiques. Par ailleurs, on voit aussi nettement que la sensibilité figurative du texte va de pair avec une sensibilité philosophique, voire métaphysique. Tout comme les institutions sont délaissées par Dieu, il semble que la rue Neuve Sainte-Geneviève le soit par Sainte-Geneviève elle-même, patronne de Paris, puisque même le voyageur parisien qui s'aventure dans cet endroit s'y égare. C'est un fait qu'il se trouve là, je cite, dans le quartier le plus horrible et le plus inconnu de Paris. Aussi, loin des festivités et des mondanités parisiennes, le quartier Saint-Marceau, et le récit dont il sera une des scènes principales, se convertit pour notre passant en terre inconnue. Et pourtant, au milieu de ce miroir inversé du Paris fashionable, le qualificatif est de Balzac, et du Paris rieur, se terre peut-être sa vérité cachée et celle de tous les hommes. Ah, sachez-le, écrit Balzac, ce drame n'est ni une fiction, ni un roman, all is true. Il est si véritable que chacun peut en reconnaître les éléments chez soi, dans son cœur peut-être. Du cœur des rois au cœur des hommes, à chaque fois. Alors que généralement le flâneur jouit de l'expérience de l'étrangeté comme d'un spectacle esthétique, aucune sublimation de cet ordre n'atteint cette fois-ci notre promeneur. Karl-Heinz Stierle soutient que la proximité entre le Parisien et le quartier Saint-Marceau empêche ce genre d'expérience d'avoir lieu. Peut-être est-ce le cas. Mais nous croyons plutôt que cet étonnant voyageur prend physiquement conscience que le réel n'est plus subordonné au spirituel, les catacombes sous ses pieds lui rappelant douloureusement sa finitude. On sait que les incipits condensent les orientations du récit. Aussi pour nous, qui connaissons la fin tragique du Père Goriot, figure christique, il n'hésite pas à se comparer à Dieu, et l'ascension fulgurante de Rastignac, soutenue par des moyens peu vertueux, la mâche perdue de ce passant malencontreux, prisonnier de la noirceur de la rue Neuve Sainte-Geneviève et de l'ombre des dômes laïques, exprime que l'affranchissement d'une forme de transcendance expose l'être à un gouffre moral, les catacombes, et à une esthétique moribonde. Ce récit, prévient le texte,
ne saurait trop préparer l'intelligence par des couleurs brunes et des idées graves. Loin des couleurs sanguillonnantes des écrits modernes, cela est de Balzac, sous-entendu de la littérature fantastique qui triomphe durant ces années 30 et dont se plaint amèrement l'écrivain dans sa préface à La peau de chagrin, celle du père Goriot et de l'Incipit tout particulièrement préfère les tons mornes de la blessure morale. Les habitués de la comédie humaine reconnaîtront certainement le processus qui veut que chez Balzac, l'histoire des mœurs, celle du père Goriot, de Jeanne de Rastignac, de Madame Vauquet ou d'autres, débute avec le déficit des systèmes transcendantaux. Et si l'auteur écrit comme il le dit lui-même dans son avant-propos, à la lueur de deux vérités éternelles, la religion et la monarchie, force est d'admettre que ces lueurs sont faibles, à l'image de celles que projettent les coupoles de la rue Neuve-Sainte-Geneviève. Peut-être participe-t-elle de l'esthétique du siècle que Vautrin qualifie de mou. Aussi, pour en dégager des tableaux tranchés, l'auteur juge-t-il nécessaire d'en fixer le cadre. On ne s'étonnera donc pas que les lignes verticales de la rue se cassent pour former, je cite, un cadre de bronze qui enclôt des couleurs moins éclatantes que le sang, mais tout aussi funestes. En termes de nature de l'espace, celui du quartier de la pension Vauquet appartient définitivement à un espace du contenu, plus spécifiquement de la prison, comme souligne dès le début le narrateur, et qu'il confirme en qualifiant quelques pages plus loin les pensionnaires de la pension Vauquet de forçats. On le voit, le bronze et le carré s'intensifient mutuellement dans l'idée d'une frontière dure. Dans cette fusion, la ligne se meut en clôture. Si l'on suit la logique géométrique de l'Incipit, on remarque que le cercle parisien, intramuros et extra, contient en son centre un quadrilatère, le cadre de bronze. Cette figure ptoléméenne, qui généralement invite à penser des changements de cadre, vous savez, c'est le carré dans le cercle, dans le cas présent, sert à visualiser les changements de plan et de perspective. En effet, entre le cercle de Paris et le cadre de bronze, Balzac déplace et promène son lecteur dans des univers différents et superposés, fortement liés les uns aux autres. De fait, d'une frontière à une autre, ou du cercle carré, la roue de la civilisation déroule la ligne horizontale du temps qui court et celle verticale des religions mourantes strie le tableau d'une scène de la vie privée. L'ensemble trouvant sa cohérence dans un même système de référence, Paris, que métaphorise le mur d'octroi. Ainsi, le dynamisme du texte ne se loge pas seulement dans la description des individus, des monuments ou des choses. Il est soutenu également par ses variations graphiques, de la ligne droite à la ligne brisée, en passant par l'horizontale, qui s'effectuent à l'intérieur d'une structure giratoire, la ceinture parisienne, et où les sens, ceux de la pensée et du corps, peuvent être à la fois contradictoires et complémentaires, tout comme le sont les changements de focale, du plus grand au plus petit, des changements de perspective, du plus haut au plus bas. Tout comme la ville rayonnante, centre du monde en ce XIXe siècle débutant, accouche néanmoins, protégée par le silence des dômes de geôle urbaine, ainsi la rue Neuve-Sainte-Geneviève. Cette manière d'offrir une image morale de Paris en éclairant des coins sombres est effectivement à l'œuvre dès l'Incipit de notre roman. Le cadre de bronze, généralement de petit format, illustre bien cette focalisation. Telle une étroite fenêtre dans la masse des études de mœurs, il ouvre sur les abîmes émotionnels et moraux des âmes désolées qui peuplent la maison Vauquet. Balzac y scénarise la spatialité à l'aide d'un imaginaire fortement géométrique qui ordonne une vision de la société, c'est que architecture et idéologie sont farouchement mêlées dans l'univers balzacien. Comme elles le seront à sa suite dans le roman du XIXe siècle, l'esprit de classe s'exprimant dans les physionomies des lieux. Que l'espace soit économiquement et socialement construit, la critique l'a largement démontré et analysé. Ce dont on parle moins cependant, c'est la congruence entre les lignes droites ou serpentines, entrelacées ou parallèles, qui le traversent et le sens plus général du texte. Que l'on pense aux verticalités de cet incipit, aux ondulations dont a parlé Jean-Marie brièvement de celui de La peau de chagrin, aux lignes croisées qui ouvrent le colonel Chabert, aux ramifications généalogiques qui débutent La vieille fille, ou à la ligne frontière de Sarrasine et dont Michel Serres a remarquablement montré la dissémination sémantique tout au long de la nouvelle, celle-ci ou celle-là, toutes s'associent par analogie graphique au récit qu'elles initient,
Dit autrement, comme si une forme de figurabilité présidait aux significations du roman. Comme si des schèmes graphiques, plus ou moins obsédants, comme on parle de métaphores obsédantes, commandaient des destinées, découpaient des thèmes, traçaient des atmosphères, bref, dessinaient un imaginaire. Cette collaboration graphique entre le fond et les formes révèle que ce n'est pas seulement la représentation mimétique du réel qui importe, mais une représentation stratégique de lignes directionnelles qui rendent compte figurativement de la visée du roman, tout en servant aussi de passerelle signifiante. La question des ponts dont parlait Émile. De ce point de vue, l'incipit du Père Goriot est redoutable d'efficacité, tant ces lignes que l'on peut qualifier de sections, celles-là même qui en anatomie servaient à l'origine à dévoiler l'âme derrière le muscle, œuvrent à révéler les différentes codifications du texte. Ce système linéaire est tout à fait patent lorsqu'il est question ici du roman. On se souvient que la ligne verticale descendante faisait référence au déclin des institutions religieuses. Elle marque aussi, dans cet incipit, celle du roman et plus spécifiquement du drame, comme nous l'avons rapidement souligné au début de cette communication. Ainsi, dès le premier paragraphe, le texte indique, je cite, « Quand quelque discrédit soit tombé le mot drame par la manière abusive et torsionnaire dont il a été prodigué dans ces temps de douloureuse littérature, il est nécessaire de l'employer ici. Non que cette histoire soit dramatique dans le sens vrai du mot, mais l'œuvre accomplie, peut-être aura-t-on versé quelques larmes intramuros et extra, sera-t-elle comprise au-delà de Paris, le doute est permis. » C'est en des termes de genre déconsidérés que le drame est présenté. La ligne descendante inscrit de facto dans la chute et accompagne figurativement une ligne évaluative qui fusionne information commerciale et entreprise esthétique. Par ailleurs, le doute que jette le narrateur sur la possible incompréhension de l'histoire par un non-autochtone instaure une forme d'intimité avec le lecteur parisien, qui n'est pas n'importe quel lecteur, puisque savant de son expérience locale de la ville, et de ce fait seul capable de comprendre que le drame qui se joue dans ce livre. Derrière ces réserves topo et ethnographiques, c'est toute une conception du drame et du roman, sensible aux lieux, aux faits divers, au quotidien et aux mœurs que propose Balzac dès 1834, donc bien avant qu'il ne le théorise dans l'avant-propos de 1845. Le cercle participe de cette conception. Aussi, celui du mur d'octroi de la ville de Paris ne vaut pas uniquement comme détail topographique. En tant que cercle fermé, il établit à la fois une frontière géographique, crée un club de lecteurs, ravive la ségrégation entre Parisiens et provinciaux, superpose données sociologiques et de réception du livre et révèle finalement à mots couverts des questions majeures qui sont aussi les enjeux du récit. Par quels moyens un provincial peut-il et va-t-il saisir les rouages de la réussite parisienne ? Et par quels moyens un individu qui n'appartient pas à la coterie des bien nantis peut-il un jour y participer ? C'est donc maillé à ce cercle un problème de légitimité qui est révélé dès l'ouverture du Père Goriot. Légitimité ethnographique, être ou ne pas être parisien, légitimité générique, être ou ne pas être un roman. On se souvient de l'affirmation, ce drame n'est ni une fiction ni un roman. La ligne circulaire prend donc en compte des phénomènes de frontières géographiques et sociales, de rayonnement et d'esthétisme, alors que la ligne verticale énonce essentiellement, dans cet incipit tout au moins, absence de transcendance, chute, misère et mort. On voit ainsi à quel point l'espace, savamment et minutieusement décrit par le romancier, obéit à une logique que nous pouvons qualifier de graphique, qui met en relation architecture, histoire, esthétisme, présupposés idéologiques et ethos social, et où le dessin de la ligne, pour mieux réfléchir ces différents points de vue du récit, se brise à angle droit ou se courbe. Carré, cercle, chacune de ces figures ordonnant une combinatoire particulière qui complète en la nuançant ou en la confirmant la fonction descriptive et signifiante de la ligne, ici essentiellement descendante. Cette manière d'user de la ligne réaffirme que les schèmes géométriques sont des données essentiellement anthropologiques, comme l'a dit avant moi Jean-Marie, qui appartiennent à notre imaginaire culturel et qui servent de pont entre différents niveaux textuels. Il est remarquable en effet que la ligne, par sa seule direction, domestique l'espace, mais aussi les idées et les émotions. À l'intérieur d'un phénomène figural savant, comme l'examen de cet incipit, j'espère, le prouve, Balzac chorégraphie des récits,
historiques et individuels, et où les échappées axiales mêlent les lignes et les mots dans une organisation scripturale qui réconcilie vitalité du trait et profondeur du sens. Merci.